Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier l'Institut pour la photographie de m'avoir invité ici aujourd'hui, en particulier Anne Lacoste et Mathilde Charrier pour l'organisation de la logistique. Et surtout, merci pour me donner l'occasion de parler de ce thème. J'aimerais vous inviter à mettre en perspective la conservation du patrimoine en général et plus particulièrement des photographies par rapport au respect de l'environnement. Pierre-Emmanuel vient de vous dresser un tableau très complet du domaine de la conservation matérielle et tout ce que ça peut comporter comme difficulté des fonds photographiques. Moi, j'aimerais vous demander ou vous proposer de faire un pas de côté, de mettre une paire de lunettes avec un filtre vert par rapport à la nature. Je vais vous rappeler succinctement les concepts fondamentaux liés à la crise écologique actuelle pour ensuite vous présenter les différentes réponses qui ont été données dans la société, puis dans le domaine de la conservation du patrimoine en général et en particulier celle des fonds photographiques. J'aimerais rendre hommage à Ernst Haeckel, que vous voyez ici sur la gauche, qui s'est fait tirer le portrait en 1866 avec son assistant sur les îles Canaries. C'est le scientifique, le zoologiste et biologiste allemand qui a inventé, qui a pensé au mot écologie. Et je vous rappelle ici le sens de ce terme, oikos, la maison, et logos, le langage. Et c'était vraiment, il s'intéressait à étudier la partie, les relations entre les êtres vivants et les milieux dans lesquels ils vivent. Ceci pour vous rappeler maintenant, avec ma présentation, que nous vivons sur Terre, la Terre est notre maison, et que souvent nous oublions ce fait. Nous sommes ici dans un bâtiment où il n'y a rien de naturel, si on veut. Il faut regarder dehors pour voir un arbre. Et dans nos pratiques professionnelles, nous oublions aussi cette dimension-là. Il faut que vous la gardiez en tête pendant toute ma présentation. Ne pas oublier aussi que nous sommes des animaux comme les autres. Nous dépendons de la nature et de la terre. Car la situation aujourd'hui est devenue insoutenable. Nos activités, les activités humaines ont entraîné des dérèglements, des épuisements des ressources naturelles et une pollution énorme. Un rappel très rapide, un clin d'œil à ZEP, qui pour la COP 21 en 2015 avait fait une petite vignette par rapport à l'état de la Terre. Le diagnostic n'est vraiment pas bon. Et vous avez dû voir la semaine dernière le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui a rendu un rapport qui dit clairement que nos activités ont impacté l'environnement de manière forte. La Terre est vraiment malade. Je vais passer très très rapidement sur certains concepts que vous connaissez. Ici, le réchauffement climatique, qui est un phénomène tout à fait naturel, d'ailleurs trouvé par un Français, un scientifique français au XIXe siècle, qui est naturel. Nous avons besoin de la chaleur du soleil pour vivre sur Terre, sinon nous ne pourrions pas vivre. Mais avec les activités humaines, l'industrie depuis 150 ans, depuis la période industrielle, l'accumulation des gaz à effet de serre fait que ces rayonnements ne peuvent plus repartir vers l'atmosphère en dehors de la Terre et restent au-dessus. Et tout ça provoque un réchauffement important avec des réactions en chaîne, un changement climatique. Je vais vous les passer très rapidement, des images qui parlent d'elles-mêmes. Une montée des températures qui entraîne la disparition des glaciers d'altitude. Le Kilimandjaro ici en 1993 et ici en l'an 2000. Je pense que c'est assez parlant. La fonte des glaces des calottes polaires, ces deux phénomènes vont entraîner une élévation des océans de 1 mètre du niveau de la mer. Et cette carte vous représente, avant la fin du XXIe siècle, tous les points rouges, ce sont les villes qui sont en danger, et cela représente 400 millions de personnes. Donc on ne parle plus des petites îles perdues dans le Pacifique, mais vraiment, vous voyez New York, Amsterdam, et j'en passe. On observe aussi, comme dérèglement, une augmentation de la fréquence, de l'intensité, de la durée des sécheresses. Une carte de l'Europe pour vous expliquer visuellement que le climat de Paris aujourd'hui, en 2050, se trouvera ici, au niveau de Extremadura. Et donc ça veut dire que pour Barcelone, ce sera le désert total, avec toutes les conséquences humaines, économiques que cela pourra entraîner. La biodiversité est menacée de disparaître, en tout cas 30%.
Une autre conséquence de nos activités est l'épuisement des ressources. Ici, c'est un schéma très simplifié qui explique la manière dont nous vivons, dont nous consommons, dont nous produisons. Et en fait, nous vivons réellement à crédit, parce que là, vous avez tous les pays alignés. Vous voyez la France ici. Pour vivre de la manière dont notre société vit, nous aurions besoin de 3 terres. Et il n'y a pas 3 terres. Les ressources sont limitées. Une des autres conséquences, la pollution avec les pluies acides, ici sur une sculpture en pierre en Bourgogne, comme exemple. La situation est grave et pourtant, la sonnette d'alarme a été tirée dès les années 70. Notre modèle de société, dans lequel nous vivons actuellement, est hérité du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale et il est basé sur la croissance économique, l'accumulation et la consommation illimitée. En 1972, ce groupe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology a publié The Limits to Growth, qui était un rapport exprimant les résultats d'une étude par ordinateur des statistiques pour la première fois, qui comparait la croissance exponentielle de l'économie et de la population par rapport à l'idée de retour de ressources terrestres limitées. C'était la première fois qu'on faisait ça. Il est aussi connu sous le titre de rapport Meadows, qui était ce couple ici. Et ces scientifiques ont fait plusieurs pronostics, plusieurs scénarios, en faisant jouer les statistiques par ordinateur. Donc vous avez ici les données qu'ils avaient prises à l'époque, qu'ils ont brassées dans leur machine, et ils ont fait plusieurs scénarios. Et ça, c'est celui-ci qui ressemble le plus à celui que nous vivons, puisque ça, ce sont les données actuelles. Vous voyez, 70-2000, ils ont fait une évaluation à nouveau en 2004, et on peut comparer toutes les courbes, par exemple, ici, les ressources non renouvelables qui restent. Je m'arrête juste, enfin, je ne vais pas plus loin dans le détail, mais vous pouvez voir que toutes les courbes suivent, et je suis désolée de vous le dire, mais c'est le pire des scénarios. Donc, il faut s'attendre en 2030 à un déclin de la population après une chute économique brutale. En 1974, certains d'entre vous se souviendront sans doute de M. René Dumont, agronome, qui pour la présidence, enfin était candidat à la présidentielle, et ça c'est un spot que vous pouvez retrouver sur l'INA. Et j'ai pris cette image parce qu'il a exhorté la population française à arrêter de vivre de la manière dont on vit, cette société de consommation effrénée. Et il porte dans sa main un verre d'eau en disant « c'est le bien le plus précieux que nous ayons ». Et si vous regardez cette vidéo qui doit durer 7 minutes, aujourd'hui, tout ce qu'il dit est valable pour nous aujourd'hui. Rapidement, je vous rappelle aussi que quand même, en 1972, l'UNESCO a signé une convention qui concernait la protection du patrimoine mondial, non seulement culturel, mais aussi naturel. Donc ça fait un bout de temps quand même qu'on associe les deux notions. Il y a eu plusieurs réponses dans la société civile. Je vais vous les présenter succinctement. L'écologie, le développement durable et la décroissance sont les 3 principales de mon point de vue. L'écologie, comme mouvement sociopolitique et non pas scientifique, comme je vous l'ai expliqué au début, est née dans les années 60 pour tenter de limiter les conséquences négatives de nos activités. J'ai choisi ici un portrait de la biologiste marine Rachel Carson, qui en 1962 a publié un livre qui a fait date, qui s'appelait Silent Spring, qui est vraiment un véritable cri d'alarme, où elle dénonçait pour la première fois, et avec des preuves scientifiques à l'appui, les effets négatifs de l'agriculture moderne, les pesticides, l'usage des herbicides ou des engrais. Et elle a vraiment créé un choc et été à l'origine du mouvement écologiste aux États-Unis. Nous connaissons aussi donc le concept de développement durable, qui est celui sans doute qui est le plus utilisé parmi nous, et qui a été validé en 1992 à la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement organisée à Rio. Il se définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, ce qui rappelle fortement une partie de la déontologie de la conservation du patrimoine, puisque nous préservons pour les générations présentes et futures. C'est un peu la même idée. C'est une vision qui prend en compte les dimensions environnementales, que vous voyez ici, sociales et économiques. Et l'équilibre est atteint quand les 3 sont équilibrés ensemble. Mais c'est un concept qui ne remet pas en cause le principe même de développement économique continu. Le 3e concept serait celui de décroissance, qui a été utilisé pour la première fois par ce monsieur que vous voyez ici, Nicolas Georgescu-Roegen, qui était un économiste roumain, donc en 1979, et qui a après été repris par des intellectuels pour dénoncer le développement durable, justement, le concept de développement durable comme un concept, comme un terme ambigu et contradictoire qui sert en fait à tranquilliser la bonne conscience de notre société.
Au-delà de l'écologie et du développement durable, alors vous avez ce monsieur, mais vous connaissez sans doute Serge Latouche ou Pierre Rabhi, qui font partie de ces intellectuels qui défendent la décroissance. La décroissance propose aussi un projet de société, elle va un peu au-delà de l'écologie et du développement durable. Une société alternative qui implique un changement fondamental de valeurs, synthétisé par le cercle vertueux des 8 R que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, mais en tout cas, vous devez sans doute reconnaître ce R-là, recyclé, et en général, on l'extrait de ce cercle, alors que c'est vraiment un tout. Je n'ai pas le temps de m'attarder, mais c'est très intéressant comme concept. Qu'en est-il, pour l'instant, je vous ai parlé de la société civile en général, qu'en est-il de notre responsabilité à nous, professionnels des musées ou du patrimoine? Connaît-on l'impact de notre activité sur l'environnement? La question est bien là, en fait, parce que nos activités consomment une énergie et des ressources importantes et elles participent au réchauffement climatique. À titre d'exemple, ici, uniquement le thème de la production de gaz à effet de serre. Et je vous ai souligné les domaines dans lesquels nous pouvons voir des choses que nous produisons, par exemple, synthèse chimique industrielle, tous les plastiques que nous utilisons. Et ici, je porte votre attention sur la climatisation et la réfrigération qui nous touchent, avec ces gaz ici, qui ne produisent que 2% des gaz à effet de serre, mais je vais y revenir plus tard, donc gardez ce schéma en mémoire. Une piqûre de rappel comme exemple, une image de la Nouvelle-Orléans en 2005, après le passage de l'ouragan Katrina, qui a eu des conséquences évidemment dramatiques pour humaines, mais il a aussi eu des conséquences pour les musées. Et à titre d'exemple, une clarinette du jazzman Michael White qui a été récupérée donc après le passage de l'ouragan par le conservateur du Louisiana State Museum at the Mint. Et ça vous donne une bonne idée du type d'état dans lesquels les collections peuvent se trouver après des catastrophes naturelles amplifiées par le changement climatique. L'équipe du musée a bien fait la connexion avec le changement climatique et ils ont accentué leurs efforts pour réduire leur impact environnemental, mais ils l'ont fait après le drame. Et ça, je touche du doigt l'inertie humaine. On sait depuis 70, des gens le disaient, on ne les croyait pas, maintenant c'est clair, mais nous ne faisons pas grand-chose pour changer les choses. Si l'on regarde les ressources bibliographiques, la conservation du patrimoine en miroir du développement durable ou du respect de l'environnement est vraiment une préoccupation du XXIe siècle. Presque toutes les références bibliographiques datent d'après l'an 2000. Mais il est quand même intéressant de citer Gary Thompson dans la préface de son ouvrage de référence pour la conservation préventive, The Museum Environment, donc la deuxième édition en 86. Je cite: « Il y a quelque chose d'inélégant dans la masse de machinerie consommatrice d'énergie nécessaire aujourd'hui pour maintenir une humidité relative constante et un éclairement, quelque chose d'inapproprié dans une dépense qui dépasse la plupart des musées du monde entier. La tendance doit donc être à la simplicité, la fiabilité et l'économie. » C'est seulement une petite phrase, mais ça témoigne quand même à l'époque de sa préoccupation et on pourrait déjà voir apparaître une conservation décroissante, l'idée d'une conservation décroissante. Je vous ai juste sélectionné un certain nombre de références intéressantes. En 2007, un premier symposium est organisé au Texas sur le sujet pour développer des pratiques responsables vis-à-vis de l'environnement. Et je vous l'ai choisi parce que la discussion principale des professionnels qui ont assisté à ce symposium était: si nous adoptons des bâtiments et des matériaux respectueux de l'environnement, quelles seront les conséquences sur les collections? Et en fait, cette question est fondamentale parce qu'elle représente un des freins principaux au changement de pratiques professionnelles. Nous ne savons pas les conséquences qu'auront nos changements si nous modifions un matériau parce qu'il est plus écologique qu'un que nous aurons recommandé et qui a été testé pour la conservation des œuvres d'art ou du patrimoine. Il existe des groupes de travail spécialisés. Par exemple, ici, un groupe qui a été organisé en 2007 par le Getty Institute et qui a réuni un certain nombre d'experts autour de la gestion du climat dans les édifices historiques. Ils ont réfléchi à trouver, et ça recoupe le groupe de BISO, dont parlait Pierre-Emmanuel tout à l'heure, les alternatives au système d'air conditionné conventionnel et aussi essayer de détendre les standards ou les normes que nous connaissons. Les actes peuvent se retrouver sur Internet. En fait, les anglo-saxons sont bien plus avancés que nous. La recherche bibliographique que j'ai faite en 2015 cite 70 références en anglais et seulement 35 en français.
En français, on trouve par exemple en 2012 une lettre de l'OSIM qui est consacrée uniquement à l'éco-conception des expositions, ou bien en 2013 un congrès organisé par Bertrand Lévédrine et par le CRCC sur les sciences de la conservation du patrimoine et le développement durable. Et vous pouvez voir, les vidéos sont en ligne, donc vous pouvez accéder à ces informations. Il y a des choses très intéressantes. Au niveau des institutions officielles, il existe des directives environnementales qui ont été accordées entre ICOMCC et AAIC dans une déclaration en 2014. J'aimerais juste, vous n'allez pas pouvoir le lire, cette partie-là, un exemple. Là, je vais le traduire directement. En fait, il parle ici de la conservation des collections devrait être atteinte sans chauffage, de ne pas assumer d'air conditionné, sans chauffage, ventilation, conditionnement d'air. Il prône les méthodes passives, faciles à entretenir, des techniques simples. Et ça, c'est 2014. Je ne sais pas si vous connaissez ce document, mais il est quand même assez intéressant. Au niveau du ministère de la Culture français, enfin de la culture, oui, français, il existe une stratégie ministérielle, que vous voyez ici, la page de garde. Et je cite, le ministère dit qu'il faut être exemplaire dans son fonctionnement courant et dans l'exercice de ses métiers, promouvoir des comportements plus responsables. À l'intérieur de ce document, vous avez un certain nombre d'objectifs environnementaux qui sont développés. Il y en a 4. Promouvoir une politique de déplacement éco-responsable, économiser les ressources et promouvoir le recyclage, préserver la biodiversité, et je vous en montre uniquement un ici, celui qui s'appelle « Maîtriser les consommations d'énergie et réduire les gaz à effet de serre ». Ensuite, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont liés à ce repère et qui peuvent aider les institutions à améliorer leurs pratiques professionnelles. Ça donne en général lieu à des bilans carbone, et ici vous avez le Louvre qui en 2010 a signé une charte développement durable des établissements publics et entreprises publiques. Et on peut trouver ça aussi sur Internet, donc vous avez un type de tableau bilan carbone, avec c'est lié à l'activité. Et j'attire votre attention sur par exemple les mouvements d'œuvre, vous n'arrivez sans doute pas à lire, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont évalué la facilité de réaliser les changements. Et par exemple, mouvement d'œuvre, juste pour vous citer ça, il y en a qui sont faciles, j'arrive même pas à lire moi-même, je suis désolée. Assurer, je suis perdue. Utiliser des emballages réutilisables, par exemple, ici. Bah là, ça n'a pas l'air si facile que ça. Développer une... Non, alors c'était pas ça, c'était ici. Utiliser des emballages réutilisables. Pour eux, ça semble très difficile à mettre au point. Pourquoi? Parce que ça, c'est des bases pour changer nos pratiques régulières. Un détail par rapport à ça. Alors, je n'ai pas encore parlé de fonds photographiques, comme vous avez pu le remarquer, mais on peut se poser la question, par rapport aux fonds photographiques, quid, enfin qu'en est-il? En fait, je suis désolée de vous l'avouer, mais à ma connaissance, il n'y a rien. Je n'ai pas trouvé de référence, alors peut-être que certains d'entre vous m'en donneront, mais je ne connais pas de référence qui mettent en miroir la conservation des fonds photographiques et le respect de l'environnement. Et pourtant, il y a 3 grands thèmes qu'on peut aborder sur ce sujet. Le premier, qui a déjà été abordé en partie par Pierre-Emmanuel, les bâtiments. Et en fait, en France, les bâtiments d'archives sont sans doute les pionniers dans ce domaine. C'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment une réflexion sur ce sujet. Peut-être après l'expérience de la Bibliothèque nationale François Mitterrand, je ne sais pas, on apprend de ses erreurs. Ici, vous avez une vue aérienne des archives de Pierrefitte sur Seine, donc des archives nationales, où le bâtiment... Fuxas a fait un effort pour avoir un bâtiment énergétiquement responsable. Et dans la région, donc dans les Hauts-de-France, on trouve les Archives du Nord, qui est ce bâtiment-là, qui a aussi vraiment fait un effort important par rapport au système de climatisation, qui est assez prometteur. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui y travaille, donc ça m'intéresserait de parler avec cette personne, mais surtout qui est couplé avec une production d'énergie verte, avec des panneaux solaires. Et vous voyez ici que l'énergie produite est supérieure à l'énergie consommée. Nous avons donc un bilan énergétique positif, ce qui est quand même assez intéressant pour ce type de bâtiment. Il existe une autre type d'expérience dans le nord de l'Europe, le modèle de Copenhague, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça, c'est pour des réserves de musées qui ne sont pas nécessairement pour des fonds photographiques, où ici, on mise plutôt sur le passif. Un système passif, il n'y a pas de système de climatisation compliqué. Il joue sur l'inertie du sol, le bâtiment n'est pas isolé au sol. Le bâtiment est très isolé avec des murs très épais, donc très inertes, des plaques solaires sur le toit.
et ils n'utilisent qu'un déshumidificateur, voilà, et il y a très peu de renouvellement d'air, et ils arrivent à atteindre des conditions qui sont bonnes et stables, et qui sont tout à fait valables pour des photographies noir et blanc, par exemple, sur support polyester, des plaques de verre ou papier. On a vu les recommandations tout à l'heure. Mais si on touche, si on parle, si on commence à s'intéresser aux collections particulièrement fragiles, le tableau que Pierre-Emmanuel vous a montré, les photographies à développement chromogène et les négatifs sur support nitrate et acétate, les températures recommandées, comme on l'a vu, sont beaucoup plus basses. On va parler de chambre froide, et dans ce cas-là, on aborde, je vous ai juste mis cette image d'un programme européen qui s'appelle Frisbee, je vais vous expliquer pourquoi après, parce qu'en fait, rappelez-vous, les gaz à effet de serre produits par nos activités, les HFC, hydrofluocarbures, excusez-moi, qui ont remplacé les CFC en 87 parce qu'ils sont moins polluants. Le problème, c'est que ces fluides qui servent à réfrigérer, pour les congélateurs ou les réfrigérateurs, sont 2000 fois plus polluants que le dioxyde de carbone. Donc on en produit 2%, mais ils sont beaucoup plus forts. Donc on a un problème. Si on choisit de mettre les fonds photographiques dans ce type de chambre froide, il faut essayer de trouver des alternatives, et ce programme européen essaye de trouver des systèmes différents de réfrigération. Donc ça, c'était juste un clin d'œil, moins 10 pour les diapositives. Vous voyez ici Denis Guimard qui a été cité une fois avec sa collection de diapositives de la ville de Rome qui ont complètement rosi, ou bien ici des photos de famille qui devraient être, enfin, couleurs qui devraient être au froid. Donc là, il y a vraiment un choix, soit on fait ça et on va... L'espérance de vie des photographies ou des items sera longue, soit on peut choisir de ne pas les mettre dans de telles conditions et on va réduire leur espérance de vie, mais c'est un choix politique, il faut vraiment le faire en connaissance de cause. Les expositions temporaires sont un autre thème important, je vais passer rapidement. Il existe des guides d'éco-conception, certaines institutions ont fait cet effort, la Cité des sciences et de l'industrie entre autres, ou bien la BNF avec des recommandations à l'attention des scénographes et des graphistes pour qu'ils prennent conscience de l'impact de ces expositions et des matériaux qu'ils utilisent. Quand on parle d'empreinte écologique pour les expositions, on va parler des matériaux qu'on va utiliser, des cycles de vie, et il faut vraiment prendre en compte le cycle de vie du début jusqu'à la mort du matériau pour voir s'ils sont écologiquement responsables. Et ça, c'est important. Parce que souvent, en plus, ils sont jetés. Est-ce qu'on les recycle? Est-ce qu'on les réutilise ou on jette? Tout ça, c'est à prendre en compte. Le thème des transports, évidemment, avec l'empreinte carbone, est aussi un thème important pour les expositions temporaires ou permanentes, et je ne rentre pas dans le détail de l'éclairage. Et j'aimerais, si vous me le permettez, aborder le thème de la numérisation, parce que je ne vois pas de point de vue critique vis-à-vis de ce choix qui est systématique. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Quand on parle de dématérialisation électronique, cela veut dire nécessairement un remplacement d'une matérialité papier par une autre, et qui est loin d'être neutre en termes d'impact environnementaux. La haute technologie électronique est une des industries les plus polluantes et les plus énergivores. Et je vous ai mis à titre de rappel, donc une banque de données, une banque de data ici, qui est maintenue en vie constamment avec la consommation énergétique que vous pouvez imaginer et la production de chaleur qui y est liée. Cette industrie a aussi imposé le concept d'obsolescence programmée. Alors permettez-moi de vous demander si dans 300 ans, vous pensez que les fichiers informatiques seront encore lisibles, en comparaison des photographies elles-mêmes, qui, si elles sont bien conservées, le seront certainement. Donc là, je lance un thème à l'assistance. Et maintenant, que peut-on faire à notre niveau? Le GIEC l'a bien dit, il faut un changement radical de comportement et de mode de vie. On peut le faire à notre niveau, mais il faut quand même que les gouvernements s'y mettent. À notre niveau, personnellement, je pense qu'on n'arrivera pas à changer professionnellement si on n'en est pas persuadé dans notre vie personnelle. Ça, c'est important. Il y a d'autres freins au changement. L'inertie humaine que l'on a vue, vous l'avez constaté depuis les années 70. Le manque de recherche aussi par rapport aux effets sur les collections, des choix qu'on peut faire par rapport aux matériaux ou aux manières de fonctionner pour être plus respectueux de l'environnement. Les informations sont dispersées aussi. Et ça, c'est difficile. Et il n'y a pas de réelle visibilité au niveau du ministère de la Culture. Il y a bien un secrétariat général au développement durable avec une haute fonctionnaire au développement durable, mais voilà, l'information ne part pas d'en haut à descendre. Les personnes aussi qui sont chargées du développement durable dans les institutions sont souvent des ingénieurs et non des sociologues ou des communicants, et ils ne sont pas nécessairement de bons leaders pour sensibiliser les personnels des institutions muséales. Je peux vous évoquer des pistes.
Il faudrait créer, ce serait bien, de créer au sein du ministère un groupe de travail actif pour faire un travail de fond et de concentration d'informations, comme on a vu pour le groupe Nitrate, par exemple, tout à l'heure, et pour faire avancer l'ensemble des institutions. Il faut aussi faire émerger des talents dans chaque institution, des chefs d'équipe écologiques ou verts, si vous voulez, qui seraient des référents, des relais dans l'institution à tous les niveaux, mais aussi vis-à-vis du public. En fait, c'est créer un réseau actif. Il faut pouvoir intégrer l'écologie comme référent supplémentaire aux projets scientifiques et culturels des musées, à notre déontologie, à nos pratiques quotidiennes professionnelles. Et il faut publier plus de guides de bonnes pratiques à l'intention des institutions muséales, parce qu'en fait, l'objectif final, c'est de trouver des solutions faciles et des outils pratiques pour changer notre impact sur l'environnement. Il faut diffuser l'information, faire de la formation, pour aider les collègues et le plus grand nombre. Ce sont des vœux pieux, mais j'espère qu'ils ne resteront pas théoriques. Alors, en conclusion, je ne voudrais pas terminer cette présentation sans évoquer les photographes qui sont quand même des artistes de la lumière et qui produisent les objets dont nous nous préoccupons aujourd'hui. J'ai retenu 2 expositions qui ont eu lieu à Arles en 2017. La première de Mathieu Asselin, qui est une enquête photographique autour de Monsanto et de ses activités et des conséquences de ses activités, avec 2 portraits, le premier de Kelly Derricks et de son traitement quotidien que vous voyez à sa droite, avec toutes les pilules qu'elle prend chaque jour, puisqu'elle est la fille d'un vétéran du Vietnam qui a été exposé à l'agent orange produit par Monsanto, et son père est mort à l'âge de 37 ans. Mais elle a hérité de ça. Et en dessous, la Poca River et son bassin, complètement pollué, l'héritage de Monsanto, l'héritage de nos prédécesseurs. Donc c'est ce que nous laissons aux générations futures. Nous avons ensuite Un monde qui se noie de Gideon Mendel, qui depuis 2007 explore la dimension humaine du changement climatique, et il se concentre sur les inondations. Et plutôt que de choisir de faire une description littérale des zones sinistrées, il s'intéresse à l'impact personnel des inondations sur les gens. Ces photographies évoquent vraiment notre vulnérabilité commune face au réchauffement climatique. Donc les artistes s'y mettent, pourquoi pas nous? Et en fait, j'aimerais terminer en vous posant une question à l'assistance. Le climat change, et vous? Merci.